Bien, bonjour, gang d'hommes des bois de la région de Shawinigan Sud. J'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui, finalement, pour mes analyses et prédictions de l'UFC On Fight Island 7 Holloway contre Kattar, la première carte de l'année 2021 dans l'UFC, qu'on attend avec impatience parce que, comme on sait, lors des dernières années, on a vraiment été habitué à un pace constant de l'UFC avec des événements pas mal toutes les fins de semaine. Que ça nous fasse plaisir ou non. J'ai déjà eu mes critiques par rapport à ces événements-là. Mais là, on a eu 2, 3 semaines de congé. Je pense que tous les amateurs de combat sont prêts à dire qu'on est hype d'avoir des combats, surtout avec ceux qui s'en viennent. 3 événements dans la même semaine qui va culminer avec le retour de Conor McGregor, le qu'on parle samedi prochain. Mais le premier événement, celui qui lance ça, celui qui lance l'année 2021, c'est une carte qui est très importante quand même pour l'UFC parce que c'est la première fois qu'ils vont être diffusés sur ABC. Le ABC qui est la American Broadcasting Company, qui est probablement le plus gros réseau américain. C'est les gros réseaux, c'est ABC, NBC, mais ABC est pas mal un des plus gros, sinon le plus gros et le plus important réseau américain. Tout le monde a ça, là, même si tes oreilles de lapin après ta TV, tu pognes ABC. Et c'est un réseau qui a longuement diffusé des combats très importants, des combats de Mohamed Ali et tout. Fait que c'est un peu le retour des sports de combat et le début de l'UFC sur ABC, donc une carte qui est au Network Television. Au Canada, ça ne change absolument rien pour nous, mais c'est quand même un événement qui est important pour l'UFC et je vous dirais qu'ils nous ont donné une bonne carte. Si on compare aux derniers événements qu'on a vus dans les dernières semaines, ce qui n'était pas les pay-per-view en tant que tel, mais plus les événements là, de Fight Night qu'on appelle. La qualité n'était pas folle. Là. C'est pour ça que des fois, j'avais l'air très peu hype à venir ici et faire ces previews-là pour vous parce que, quand les combats sont juste pas excitants, c'est dur de se motiver à analyser ça en profondeur puis vous donner ce qu'on en pense. Quand ce qu'on en pense, c'est que si c'était rien que de nous, on les écouterait même pas. Ceci étant dit, cette carte-là est très bonne, cette carte-là est très excitante. Et ce qu'il y a de plus excitant sur cette carte-là, ben c'est sans aucun doute le combat principal de la soirée. Max Holloway contre Calvin Kattar. Qu'est-ce de plus? C'est un combat, quand tu regardes ça, tu le sais qu'est-ce qui va arriver, puis tu le sais que ça va être le fun. C'est pas des combattants qui sont capables, je pense, de nous donner des match-ups plates. C'est deux excellents strikers, deux gars qui lancent du volume, qui ont du power, qui sont excitants, qui ont beaucoup de cardio. Tu sais, Calvin Kattar, une de ses défaites dans l'UFC, c'est contre Zabit Magomed Sharipov. Puis on s'en rappellera tous de ce combat-là parce que, oui, il a un peu laissé Zabit venir à lui puis faire ses choses pendant les 2 premiers rounds du combat. Mais la façon dont ils ont take over au 3e round, je pense que c'est indicatif du fait que Calvin Kattar est un combattant qui va être très bon et très solide sur 5 rounds. Puis là, c'est notre chance de le voir pas mal pour la première fois sur 5 rounds. Puis, tu sais, contre Max Holloway, on s'entend que je pense pas que j'ai besoin de passer 50 minutes à vous expliquer son style. Là. Max Holloway va de l'avant, défend les coups de poing avec son visage. Et puis, plus le combat avance, plus il se met dans sa game. Puis, un moment donné, à la fin du combat, il est là à lancer des combinaisons de 7 punch comme dans des jeux vidéo. Puis, ça fait de lui probablement le combattant le plus excitant ou presque dans toute l'UFC. Du moins, quand on parle de combattant élite, le championship level ou un former champ là, comme Max Holloway. Puis, former champ qui, l'an passé, selon moi, a perdu la robbery de l'année face à Alexander Volkanovski. Autant je pense que Volkanovski méritait le premier combat. Je pense que Holloway a probablement gagné le deuxième. Puis pour être champion, Max Holloway, ça pourrait être un title fight, ça, quasiment, si les juges avaient, selon moi, pris la bonne décision dans le rematch entre Holloway et Volkanovski. Ceci étant dit, comment on analyse ce combat-là maintenant? Maintenant qu'on sait que ça va être sa coche, puis que peu importe qui gagne, ça va probablement être back and forth pendant 5 rounds. Il faut essayer de voir qui va gagner maintenant. Honnêtement, je pense que c'est un combat qui favorise Max Holloway. Pour être bien franc avec vous, je veux toujours mettre le petit astérix, par exemple, sur le fait que Max Holloway, oui, il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que hey, ce gars-là, il n'a même pas 30 ans. On n'a peut-être même pas encore vu le meilleur de Max Holloway. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Max Holloway, c'est un gars qui se bat au plus haut niveau du sport depuis
presque son enfance. Là. Écoute, ça fait combien de temps qu'il est dans l'UFC? Ça doit faire presque 5 à 10 ans qu'il est dans l'UFC. Le gars a dû rentrer à 20, 21 ans. Il a maintenant presque 30 ans. T'es encore là, a été champion du monde, ne fait que des guerres. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas un style de combattant qui est peu taxant. Là. C'est un gars qui prend des coups. C'est un gars qui a besoin justement de se faire frapper et de filer le power de son adversaire pour savoir ce qu'il va faire dans le restant du combat. Puis c'est dans son style de se faire frapper, d'être excitant puis de manger un bon coup, en donner un bon en retour. Ce qui me porte à croire que je pense pas que Max Holloway va être on top of the sport jusqu'à 35 ans. Là. Je pense que, genre, plus tôt que tard, il y a un combat où Max Holloway va malheureusement faire comme on vient de voir un peu Tony Ferguson faire, avoir une baisse de régime notée. Puis, ce qui est triste avec Holloway, c'est que j'ai l'impression que ça va peut-être venir au dépend de son menton un peu. Je pense que s'il y a un gars qui pourrait commencer à justement se faire finir dans ses combats, c'est plate à dire, là. Ça me fait quasiment chier de dire ça, mais c'est Max Holloway. Ceci étant dit, je pense pas vraiment que c'est en train d'arriver maintenant. T'sais, pour ce combat-là, j'ai encore pas le choix de favoriser, c'est-à-dire Max Holloway. Et c'est pour une raison principale. Les deux combattants, Max Holloway et Calvin Kattar, sont à leur meilleur quand ils vont de l'avant. C'est des combattants qui, quand ils sont capables d'aller de l'avant, d'inciter des attaques de leurs adversaires puis de répondre avec des combinaisons, c'est là qu'ils sont à leur meilleur. C'est là qu'ils gagnent leur combat. Ceci étant dit, Calvin Kattar est beaucoup plus willing de se battre en reculant que Max Holloway. Ce qui me porte à croire que oui, le combat va sûrement être très serré. Je pense que les premiers rounds, ça va être un combat très serré. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Le power de Kattar va peut-être faire mal à Max Holloway, mais tant que Max Holloway ne se fait pas finir devant mes yeux, peu importe ce que je viens de dire, là, une minute ou deux, je peux pas dire « oui, que Kattar va passer un KO » parce que j'ai pas vu ça encore. Puis le gars, il a mangé tout le power de Dustin Poirier là, il n'y a pas plus tard qu'en 2019, puis il est resté debout tout le long du combat. Donc, je pense pas qu'on peut dire « oh non ». Holloway ne sera pas capable d'endurer les meilleurs coups de Calvin Kattar. Fait que je vois ça un peu être back and forth pour les deux premiers rounds, mais plus le combat va avancer, plus Max Holloway va essayer de commander le lead, là, de prendre les devants dans ce combat-là en avançant, en stockant son adversaire, puis un peu en rentrant dans la genre de game de Max Holloway. Puis c'est là que ça va devenir plus compliqué pour Calvin Kattar parce que Calvin Kattar ne s'ostine pas à aller de l'avant. Il va être game de laisser son adversaire venir à lui puis de se battre là-dedans. Puis il est bon pareil, mais il est un peu moins efficace quand il fait ça, surtout contre des strikers très élites. Puis c'est ça que Max Holloway est, un striker très élite qui va lancer une quantité absolument énorme de volume en retour. Donc, je pense que ça va être difficile pour Kattar dans ce combat-là, surtout plus le combat va avancer. Et ma prédiction va tout simplement être Max Holloway par décision ici. Dans le co-main event maintenant, on a Carlos Condit, Matt Brown, un combat qui aurait dû arriver en 2012, ça aurait été genre le combat le plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Là, c'est juste un bon match-up entre deux bons vieux vétérans, mais qui clairement sont passent leur prime. Là, on ne s'attend pas à ce que rien arrive pour aucun de ces deux combattants-là après ce combat-là. C'est juste un match-up fun que ça fait des années qu'on veut voir, puis là, les deux sont disponibles, puis pourquoi pas le faire, mais on s'entend que c'est pas genre un number one contender fight comme ça l'aurait été en 2012. Là. On s'entend que c'est vraiment pas la même chose. Mais, tu sais, ça va être le fun quand même, je pense. Honnêtement, là, je pense que ça va être le fun quand même. Puis, pour ce qui en est du match-up, honnêtement, je pense que c'est un combat qui, comme en 2012, va vraiment dépendre de Carlos Condit. T'sais. Si Carlos Condit décide de ne pas garder sa distance, puis rester loin de Matt Brown, puis le kicker beaucoup, puis utiliser un long jab, puis des techniques plus droites pour garder une distance entre lui et Matt Brown. Si Condit fait ça, il va gagner ce combat-là facilement, puis il est encore capable de faire ça parce qu'on l'a vu à son dernier combat, je ne me rappelle même plus contre qui, mais il s'est battu contre quelqu'un, là, je me rappelle plus, puis c'était pas un combattant élite ni rien, puis il a réussi à justement garder ses distances, puis il a gagné le combat, il est encore capable de faire ça. Donc, s'il fait ça contre Matt Brown, il va probablement gagner, parce que Matt Brown, on le sait, ce qu'il veut, c'est être dans le pocket ou dans le clinch. Dans le pocket, il est très, très, très violent, puis
il cherche souvent justement à rentrer dans le clinch, d'où il te sac des coups de coude d'en face et des coups de genoux d'en face et dans le corps, puis il fait très très mal aux gens avec ça. C'est le bread and butter vraiment de Matt Brown. Fait que selon moi, ce combat-là, c'est vraiment un combat qui va se décider par la gestion du range. Genre, qui va être capable de mieux gérer la distance entre les deux combattants. Si c'est Condit puis réussit à rester loin, va gagner aisément. Si Matt Brown réussit à s'approcher et à avoir des bons moments dans le clinch, va peut-être même passer un KO à Carlos Condit. Mais ma prédiction ici, c'est Carlos Condit par décision. Ensuite, c'est le retour de Santiago Ponzinibbio. Et je dois vous avouer que ça, c'est un des combats sur la carte qui m'excite le plus parce que Santiago Ponzinibbio, c'en est un autre combattant très excitant qui avait essayé de stalker ses adversaires puis de lancer des combinaisons. Ça ressemble peut-être plus à Vanderlei Silva qu'à Max Holloway, son affaire, mais quand même, le gars est très puissant, lance du volume, est excitant, puis était de loin là, un des 15 meilleurs welterweight au monde avant sa blessure. Là, ce qu'on a à se demander, c'est qu'est-ce qu'il va avoir l'air après tout ce time-off-là. Il y a eu beaucoup d'ennuis avec des blessures. Ça a été très difficile pour lui. Puis là, finalement, il réussit à être en santé et de retour. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Et comme dans toutes ces circonstances-là, c'est toujours un peu se demander de quoi il va avoir l'air. Est-ce qu'il va avoir l'air de Brian Ortega à son retour, genre encore un fighter complètement transformé qu'on ne comprend pas ce qui est arrivé avec, ou il va avoir l'air d'une version moindre du combattant qu'il était avant de se faire ses blessures qui. C'est des blessures qui peuvent mettre un terme à la carrière de plusieurs combattants. Là, heureusement, Ponzinibbio a réussi à se sortir de ça, mais quand même, ce n'est pas à prendre à la légère. Ceci étant dit, pour le match-up, si c'est le bon vieux Ponzinibbio, il va vraiment péter la gueule sévèrement à Li Jingliang. Je pense qu'il est un bon combattant de milieu de division, mais qui vient ici juste parce qu'il est à la fois excitant et tough. Donc, c'est quelqu'un qui va donner un bon stand-up fight à Ponzinibbio sans vraiment trop lui péter la gueule, puis qui va probablement rester debout assez longtemps pour rendre ça excitant, puis permettre à Ponzinibbio d'avoir du cage time, puis de nous montrer des choses qu'on a envie de voir, après son retour de cette blessure-là. Mais non, c'est ça. Si Ponzinibbio revient, puis c'est plus le même, je pense qu'il va gagner pareil. Je pense que ça va être plus serré, ça va être un combat plus enlevant. Mais non, je pense que c'est un combat qui est un peu tailor-made ici. Là. Surtout après qu'on ait vu ce que Li Jingliang a été capable de faire contre Neil Magny. Puis on s'entend, tu sais, Ponzinibbio, Magny, Michael Chiesa. C'est tous des gars qui se retrouvent dans, je pense, les mêmes spots de ranking, là, mais entre, mettons, 10 et 15 ou peut-être entre 8 et 15, mettons, dans la division. Donc, je pense qu'un Ponzinibbio, un Magny, c'est des combattants plus semblables. Puis la façon dont Neil Magny a juste pété la gueule à Li Jingliang, c'est assez grave. Puis en plus, Ponzinibbio a une chose que Magny n'a peut-être pas. Magny, il a le jab, le range absolument incroyable. Ponzinibbio, lui, ben, il y a le power, puis il y a beaucoup de volume aussi, mais le volume qui fait plus mal que Neil Magny, qui va te pepper un jab d'en face, mais c'est peut-être pas vraiment le gars qui va te faire le plus mal. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça au début, ça me fait tellement chier, j'ai quasiment envie de restart la vidéo à cause de ça, mais je le ferai pas parce que ça fait déjà comme 12 minutes que je suis commencé. Mais la carte est à 3 heures de l'après-midi, la main card, et midi pour les prelims. Donc, trompez-vous pas, je vais l'écrire dans le post là, du vidéo pour être sûr que le monde n'oublie pas, mais trompez-vous pas, pointez-vous pas genre à 8-9 heures samedi soir en espérant checker du UFC, ça va être fini. Ensuite, on continue sur la carte principale. Quand je dis c'est une bonne carte principale avec des bons combattants dessus, on continue encore dans la même veine. Là, Joaquin Buckley qui affronte Alessio Di Chirico dans un combat un peu semblable à celui d'après, je vous dirais, dans le sens que Alessio Di Chirico, middleweight de milieu de division, un gars qui est comme un peu reconnu comme un all-rounder. Pas un gars qui a une spécialité. Pas un super striker. C'est pas un mauvais striker non plus. Il se débrouille très bien. C'est pas un grand lutteur. C'est pas un mauvais lutteur non plus. C'est pas un mauvais grappler. C'est pas, par exemple, quelqu'un qui arrive et dit Alessio Di Chirico va faire telle et telle et telle chose dans le combat. Il est vraiment un peu là pour faire de tout. Puis souvent, ce qui arrive avec ces combattants-là, c'est qu'ils se retrouvent entraînés dans le style match-up que leur adversaire veut disputer. Parce que vu que Di Chirico n'arrive pas à dire moi, ce gars-là, je pense que je suis un meilleur grappler, donc je vais le take down, je vais vraiment pousser la grappling game. Il arrive là, puis il dit OK, lui, il veut boxer avec moi, je suis capable de faire ça, fait qu'on va boxer. Fait que il boxe avec son adversaire, puis des fois, il tient son bout, puis des fois, il tient un peu moins. Puis je pense que contre Joaquin Buckley, tout simplement, va se faire knocker, là.
vais être bien honnête avec vous parce que on a tous vu ce que Joaquin Buckley était capable de faire là, dans ses combats précédents, le knockout incroyable, son dernier combat contre Jordan Wright. Mais moi, je pense que quand on regarde Joaquin Buckley en tant que fighter, puis savoir jusqu'où il peut aller dans cette division-là, je pense que le meilleur combat qu'on peut prendre, c'est contre Kevin Holland. Ses débuts UFC, c'était short notice. Puis oui, il a fini par genre, se faire passer un KO par Kevin Holland. Qui ne se fait pas passer un KO par Kevin Holland ces temps-ci, anyway? Mais il a vraiment tenu son bout, puis il a été tough, puis il a lancé des bons coups, puis même s'il y avait un gros reach disadvantage, même s'il y avait plein de choses qui faisaient qu'il n'était pas avantagé dans ce combat-là par rapport à Kevin Holland, il est quand même resté là, dans sa face, à lancer du power, puis à essayer d'y faire mal, puis à essayer de tout faire en son possible pour rendre ce combat-là le plus déplaisant possible pour Kevin Holland. Puis tu sais, je pense que le fait d'être capable de tenir son bout comme ça contre Holland, quand tu arrives contre des combattants plus moyens comme Alessio Di Chirico, je pense que Di Chirico va être overpowered ici. Puis Buckley, c'est pas justement un gros power puncher qui est pas actif ou un gros power puncher qui genre limite vraiment ses dépenses d'énergie parce qu'il sait qu'il peut pas toffer. Non, 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 il va là, puis il échange des coups, puis il est en bonne condition physique. C'est pas un gros middleweight aussi. Joaquin Buckley, c'est un gars qui a beaucoup de power, mais qui est petit pour la division. Je pense que c'est quasiment plus un 170 livres, mais c'est un 170 livres qui couperait tellement de poids qu'il serait peut-être désavantagé à 170, contrairement à 185. Oui, il est plus petit, mais il a le power égal, même supérieur à la majorité des 185 livres. Puis, il est juste capable d'être là, puis de lancer un bon volume, puis de ne pas perdre son énergie, à cause de la coupe de poids, puis à cause de plein d'autres facteurs. Il est juste là à pas trop couper de poids, puis ça lui donne un niveau d'énergie qui est supérieur, puis ça fait qu'il peut non seulement lancer un bon volume, mais être très puissant en faisant ça, puis ça fait de lui un combattant très dangereux, que je pense qu'il va gagner par TKO ici au deuxième round. Ensuite, on a un combat de prospect assez intéressant pour commencer la main card qui est à 3 heures de l'après-midi, je vous le rappelle, et c'est entre Punahele Soriano et Dusko Todorovic. Deux combattants agressifs, deux combattants qui veulent aller de l'avant et que, tabarnouche, que ça va être un bon petit combat, ça. Honnêtement, j'ai tendance à vouloir favoriser Todorovic dans ce combat-là parce que Soriano m'a surpris. Son premier combat contre Piechota, je dois vous avouer, il m'a surpris. La façon dont il a mis de la bonne pression, il a lancé du volume, il est allé passer un super KO avec un right hook ou un left hook, je n'aurais plus trop, à Piechota. Mais selon moi, reste un combattant qui va peut-être être un peu unidimensionnel. Oui, il est capable d'aller chercher un takedown, puis s'installer sur le top, puis faire du ground and pound. Tout le monde est capable, on est dans l'UFC en 2021, mais principalement, Punahele Soriano veut être un pocket boxer qui met de la pression. C'est ça qu'il veut mettre de la pression, puis boxer dans la pocket avec son adversaire. Todorovic est très capable de faire ça. On l'a vu dans son combat contre Dequan Townsend. Il est capable d'allumer quelqu'un assez facilement. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais c'est aussi un combattant qui aime beaucoup lutter contre la cage ou qui aime beaucoup lutter en général. Puis ça fait un combattant un peu plus à deux facettes qu'un Punahele Soriano, justement, qui va pas mal essayer de pousser un game plan, puis c'est le game plan du combattant hawaïen qui met de la pression, puis qui essaie de te faire mal, puis qui n'a pas trop peur de ce qu'il reçoit en retour. Puis ça me fait juste croire que s'il y a des échanges debout, oui, ça va peut-être être très bon, puis oui, ça va peut-être être à l'avantage de Soriano, même dans certains cas, mais le fait qu'il va vouloir être dans la pocket, qu'il va vouloir être proche de Todorovic, ça va donner beaucoup de chance à Todorovic de tenter de freiner un peu l'action en pognant des bons underhooks, en le mettant dans le clinch contre la cage, puis en contrôlant l'action de là. Puis ça fait que je pense qu'il va peut-être être même capable d'aller chercher une coupe de takedown, puis qu'au final, les échanges debout ne seront pas assez décisifs en faveur de Soriano pour lui permettre de gagner ce combat-là. J'ai donc Todorovic ici par décision. Ensuite, Phil Hawes, Nassourdine Imavov. Puis ça aussi, c'est un très bon combat. Là, on tombe sur les prelims, par exemple. C'est le featured prelim de la soirée. Et puis, je suis quand même surpris qu'Imavov continue chez les 185 livres. Honnêtement, je suis correct. J'aime toujours mieux voir un combattant couper moins de poids. Puis, comme j'ai dit un peu avec Joaquin Buckley, il a plutôt avoir plus d'énergie, même s'il est peut-être plus petit dans la division. Là, je pense qu'il n'est même pas plus petit que Phil Hawes qui... pour qui ça ne dérange pas beaucoup, on s'entend. Phil Hawes, c'est un lutteur. C'est un lutteur qui est petit. Il mesure 6 pieds. C'est pas le plus grand des middleweight, par exemple, à 6 pieds, mais il est bricked up. C'est un
Tu sais, je veux pas y aller dans les stéréotypes, là, mais regarde le Francis Ngannou, le Tafon Chukwi là, qu'on a vu récemment. Des gros combattants brick top, pas trop grands, mais fait large, fait très épais, très musclé. Puis c'est un powerhouse. On l'a vu, son striking s'améliore de plus en plus. Il a passé un gros KO à son adversaire dans son premier combat. Puis ça fait de lui un combattant que je pense qu'il peut être très legit dans cette division-là. Maintenant qu'il est rendu un bon striker, maintenant que ça fait plusieurs années qu'il s'entraîne avec justement Henry Hooft, qui a montré, tu sais, un bon striking fondamental. Il n'y a rien quand tu regardes tous les combattants d'Henry Hooft, les Gilbert Burns, les Ousmane, c'est pas des combattants qui en font trop debout, restent très basic, pas trop de fluff là, mais tout ce qu'ils font, c'est efficace, c'est fait avec power, c'est beau, c'est clean. Et puis je pense que Phil Hawes est comme un des prochains combattants de ce gym-là pour avoir un impact dans l'UFC. C'est sûr qu'ici, ça va être un bon test. Nassourdine Imavov aussi est un très bon striker, travaille derrière un très bon jab. On l'a vu être super tough aussi à son dernier combat contre Jordan Williams. L'affaire, c'est que je pense pas que physiquement, il peut compétitionner avec un athlète là, de la trempe à Phil Hawes. Tu sais, Phil Hawes était un peu Aaron Pico avant Aaron Pico, le gars qui était le super prospect de lutteur collégial qui fait son entrée en MMA, puis il y a 3-4 bons combats, mais là, wow, perd un combat, là, perd au Contender Series par KO, head kick contre genre Julian Marquez ou de quoi de même. Dredd, ça en fait Julian Marquez. Là, après, va au PFL, perd un autre combat. Là, hey, qu'est-ce qui se passe avec Phil Hawes? Finalement, ça ne sera pas le prospect qu'on pense que ça va être. Puis là, lui, il a juste eu le temps de se développer dans les circuits mineurs, les Contender Series, puis CFFC, puis des places comme ça. Il a eu le temps de se développer et de devenir le combattant qu'on pensait qu'il allait pouvoir devenir. Puis là, il est dans l'UFC. Il n'est plus nécessairement un prospect. Ça fait assez longtemps qu'il se bat, mais il est prêt là, à aller faire un impact dans cette division-là. Puis Imavov, c'est un très bon test, bien qu'il n'est pas connu du public, mais je pense que Phil Hawes, c'est un gros athlète, c'est une force physique brute, puis je pense qu'il va être capable d'overpower un combattant qui, oui, a du power dans ses mains, mais n'est pas un gros athlète imposant physiquement. Là. En Nassourdine Imavov, c'est un combattant qui arrive avec une belle technique, mais que tu ne vois pas nécessairement comme étant un super athlète. Donc, je pense que c'est la différence athlétique ici qui va faire la différence. C'est bizarrement phrasé, cette phrase-là. Tabarnouche, hein? Mais ceci étant dit, Oz par décision. Puis là, on tombe dans des combats qu'on va aller très, très rapidement parce que, tu sais, autant cette carte-là est excellente, autant... autant il y a des combats qu'on s'en fout, puis là, on rentre là-dedans. Avec un combat chez les dames, 135 livres. Il y a des places qui disent 125, d'autres 135. Je pense que c'est 135. Moi, je me fie à ESPN. Fait que c'est Wu Yanan face à Jocelyn Edwards qui fait ses débuts dans l'UFC sur short notice. Et puis, je pense que Wu Yanan va gagner ce combat-là. Ce que j'ai vu de Jocelyn Edwards, ça ne m'a pas super impressionné. Elle s'est faite complètement dominer par Sarah Alpar qui a eu une pas pire performance dans ses débuts UFC, mais qui a comme démontré qu'elle allait probablement pas être la prochaine title challenger à 135 livres. Là. Donc, je pense que Wu Yanan, quand tu regardes toutes les combattantes chinoises qui arrivent, les Weili Zhang, les Yan Zhaonan, c'est pas dans la même trempe que ça, Wu Yanan, mais c'est quand même une bonne combattante qui est capable de se débrouiller dans tous les aspects. Puis je pense qu'elle va être en mesure de gagner ce combat-là par décision. Ensuite, chez les poids lourds, on a Carlos Felipe et Justin Tafa. Carlos Felipe, quand tu le regardes, tu dis ah, ça, c'est un gros jambon qui va courir après son adversaire puis qui va swinger genre recklessly jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui tombe. Puis là, finalement, tu le regardes, puis c'est pas ça. C'est un combattant qui, genre, assez bon striker, un heavyweight qui est capable de faire 15 minutes puis de pas être complètement mort, même si, tu sais, quand je regarde, il n'a pas l'air d'être le plus puissant des heavyweights. Il n'a pas l'air d'être le plus athlétique des heavyweights. Je pense pas que c'est un gars qui. Je pense que c'est un des moins gros knockout threats à 265 livres, même si tout le monde est un peu un knockout threat là, à 265 livres. Il est plus dans la catégorie, mettons, d'un Tanner Bowser que d'un Derrick Lewis. C'est pas un gars qui va te one-quitter hitter là, avec sa grosse main droite, puis boum, tu vas te faire allumer ben raide. Oui, il a de bonne main droite, oui, il est capable de pousser un bon game plan de striking, avancer, mettre de la pression à ses adversaires, lander un assez bon volume de strike pour un poids lourd, ce qui peut donner des combats excitants lorsqu'il se retrouve contre un autre poids lourd qui est excitant. Et
je sais pas trop quoi dire. Je pense pas que c'est un combattant qui va vraiment là, aller grand place dans cette division-là, mais il va être un middle of the pack heavyweight que tu vas pouvoir placer tes bons prospects contre lui. Puis si tes prospects les battent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être capable d'aller un peu plus loin dans la division. Pour ce qui est de Justin Tafa, quand tu le regardes, tu dis hey, ça c'est un gros jambon qui va te courir après et qui va swinger recklessly jusqu'à temps qu'il y en ait un des deux qui tombe. Puis dis-tu quoi? C'est exactement ça. Tu te trompes pas en tout. C'est 100% de la game de Justin Tafa. Puis ça serait drôle que ça marche. Ça se pourrait que ça marche. Mais j'ai vu Philippe être assez tough en général dans ses combats. Puis je pense qu'il nous a prouvé le cap de pousser un bon game plan puis de gagner un combat sur 15 minutes. Fait que j'ai pas le choix d'y aller avec Philippe par décision aussi. Mais ça serait drôle que Tafa pousse un game plan tellement jambon qu'il gagne là, via jambonisation complète. Ensuite, ça devrait, en théorie, être le meilleur combat sur papier, sur les prelims, mais c'est dur de s'exciter pour un combat de Ramazan Emeev. Mais c'est Ramazan Emeev contre David Zawada. David Zawada, c'est le genre d'Allemand qui a triangle Abubakar Nurmagomedov, personne ne s'en attendait. C'est aussi un combattant qui avait perdu ses 2 premiers combats dans l'UFC avant ça, mais c'est pas parce qu'il n'avait pas essayé. C'est un genre de Nicholas Dalby. Tu sais, le combattant qui est un bon striker, il y a aussi du bon grappling, vraiment un bon all-rounder, mais qui va pousser un game plan, qui va pousser l'action dans le combat, qui va essayer que ce soit un bon combat back and forth excitant. Le gars de la misère à pas se retrouver dans des genres de guerre où il gagne, mais pas toujours. Tu comprends? C'est pas un combattant qui pousse une approche qui va lui faire gagner un combat aisément. C'est pas quelqu'un qui arrive si je fais ça, puis là, s'il arrive telle affaire, je fais ça, puis s'il arrive telle affaire, je fais ça, je vais gagner le combat. On dirait qu'il arrive juste en disant ça a l'air d'être un bon adversaire, je vais échanger avec lui, puis je vais voir, je vais essayer de m'adapter au courant du combat pour essayer de trouver une manière de remporter ça. Mais ça fait que souvent, il fait juste se retrouver dans une guerre de 15 minutes, vraiment très back and forth, où à la fin, t'es genre, hey, c'était vraiment un bon fight, mais j'ai aucune idée de qui a gagné ce combat-là. Pour ce qui est de Ramazan Emeev, c'est tout le contraire, c'est 100% process et aucun fun. Le gars veut aller de l'avant, boxer, utiliser sa boxe pour rentrer dans le clinch, te clincher contre la cage et te garder là. Puis si t'es pas content avec ça, ben il va te take down puis te garder au sol en s'assistant dans ta garde puis en faisant pas mal ce que tu appelles du lay and pray puis du wall and stall en général. Donc, pas très excitant, mais quand même très efficace en général. J'ai donc Ramazan Emeev ici par décision. Là, on tombe dans du gros MMA de luxe, les boys. Sarah Morris, Vanessa Mello. Tabarnouche, man. Je me suis posé des questions assez longuement sur ce combat-là. C'est ça le pire. C'est genre des combats, il ne faudrait pas que tu y réfléchisses, mais tu y réfléchis pareil parce que. Tu sais, souvent, j'arrive ici puis je parle de des combats de l'UFC. Fait que tu essaies de voir qui est le meilleur des deux combattants. Puis là, à partir de là, tu peux, tu sais, comme essayer de trouver leur style, puis voir par rapport à leur style lequel va mieux contre le style de l'autre, etc. Tu sais, vous comprenez. Ici, quand tu regardes ce combat-là, tu te dis, écoute, Sarah Morris a une fiche de 6-6. Sa boxe s'est vraiment améliorée, mais ça reste une grappler qui n'est pas vraiment capable d'amener le combat au sol parce que c'est pas une bonne lutteuse. Fait qu'elle se trouve juste un peu pris à gagner la majorité de ses combats par armbar de la garde après s'être fait dropper, genre. Puis ça, c'est quand elle gagne parce que la majorité du temps, elle perd. Et puis, tu as Vanessa Mello, de l'autre côté, qui a une fiche de 10 victoires et 8 défaites, qui a perdu ses 3 combats dans l'UFC. Qui est pas mal une brawler, là, qui est littéralement Betch Correa, si Betch Correa n'avait aucune idée de comment défendre un takedown pour sauver sa vie. Ce qui est presque ça, mais pas totalement ça. On s'entend, Betch Correa est un peu plus compétente que ça. Donc là, tu te dis, écoute, si ça reste debout, ce combat-là, Vanessa Mello va probablement péter à la gueule à Sarah Morris. Mais Vanessa Mello ne sait pas défendre un takedown pour sauver sa vie. Mais d'un autre côté, Sarah Morris n'est pas vraiment capable de take down ses adversaires non plus. Donc, qui est la moins pire des deux combattantes dans ce combat-là? Personnellement, je ne sais pas vraiment, mais écoute, j'ai tellement vu Vanessa Mello gazote après un round puis être incapable de dealer avec rien de ce qui s'appelle du grappling que j'ai l'impression que Sarah Morris, si elle gagne pas ce combat-là, c'est vraiment une défaite absolument horrible. Puis d'ailleurs, je pense que la perdante va absolument se faire crisser dehors de l'UFC parce que je ne sais même pas c'est quoi ces deux filles-là font dans l'UFC, mais là, j'ai Sarah Morris par décision aussi, parce que même si elle n'est pas capable de faire un takedown, elle va peut-être juste takedown Mello par accident, puis elle va gagner le reste du round pareil, parce que Mello, le grappling, c'est pas trop de quoi qu'elle connaît. Ceci étant dit,
Le premier combat de l'année 2021 présenté par l'UFC sera un chef-d'œuvre entre Jacob Kilburn et Austin Lingo. Et puis, écoute, je checkais Jacob Kilburn avant son début dans l'UFC. Je disais, ouais, pas rien de vraiment impressionnant. D'après moi, il va se faire allumer. Il est arrivé puis il s'est fait allumer. Je checkais Austin Lingo, puis j'étais là, ah, OK, pas rien de super impressionnant non plus, mais montre un peu plus de potentiel que Jacob Kilburn, puis ça s'entraîne au Fortis MMA, qui est un gym où ils ont pris des combattants qui n'ont pas l'air full athlétique, full, tu sais, rien, puis qu'ils ont viré en Alex Morono, un gars qui est assez compétent pour se ramasser un fight contre Anthony Pettis, tu sais. Donc, peut-être un peu plus de potentiel pour Austin Lingo que Jacob Kilburn. Puis il est arrivé dans l'UFC puis il s'est fait péter le avec à son premier combat. Donc les deux se retrouvent un peu dans la même position. Mais si je me fie à mon analyse pré-UFC des deux, je pense que c'est Lingo là, qui était le plus impressionnant des deux. Puis style-wise, je pense que le fait d'être le combattant qui va vouloir mettre de la pression pour aller de l'avant, puis qui est quand même assez puissant avec ses mains, ça fait qu'il va probablement être capable de gagner ce combat-là, peut-être même par first round KO. Et puis, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus sur ce combat-là, parce que vraiment, là, on s'en fout entre vous et moi, mais j'ai Austin Lingo par TKO au premier round. C'est ce qui va conclure mes analyses complètes de l'UFC Fight Island 7 ou UFC on ABC 1, dépendamment quand vous voulez voir ça. C'est Max Holloway contre Calvin Kattar. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Ça va être très excitant. Et puis, c'est ça. Fait que laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part de vos commentaires, de vos prédictions, de n'importe quelle affaire que vous voulez bien parler par rapport à cette carte-là. On en jase ensemble dans les comments. Et puis, c'est ça. Abonnez-vous à MMA Talk. Vous savez quoi faire. On se parle une prochaine fois.